Ok, bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Heureux de vous retrouver pour un autre Ça délivre. Cette fois-ci, nous sommes à celui du 24 septembre 2023 et nous recevons trois écrivaines. Nous avons trois belles que nous recevons aujourd'hui. Alors, Yacine Sey nous vient du Sénégal. Christine Elon, qui est entre le Cameroun et la France. Bonjour. Et Yvette Angèle qui sera avec nous plus tard, le temps pour elle de se connecter. Alors, mesdames, comment allez-vous? Yacine, comment ça se passe à Dakar? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, chers amis internautes. Bonjour, Yvette. Bonjour à tout le monde. Donc, à Dakar, tout se passe bien, à part les inondations qui nous fatiguent. Mais bon, c'est une bénédiction divine. À chaque fois, la pluie, c'est toujours une bénédiction. Donc, on rend grâce à Dieu. Les inondations, ça va partir. C'est comme ça chaque année. Mais bon, peut-être avec le temps, ça va passer. On va arriver à gérer. À part ça, tout va bien à Dakar. Hein. Pour Dakar, vous savez. Ok, d'accord. Et comment se porte la littérature à Dakar en ce moment? Quelles sont les actualités? Bon, c'est ça le malheur du Sénégal. Je ne sais pas avec les autres pays, mais bon, la littérature n'est pas assez vécue au Sénégal. On ne la vit pas tel que ça se doit. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activités littéraires au Sénégal. À part le salon du livre qui se passe de manière très modeste, voilà, il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais bon, il y a des perspectives parce que récemment, je dis récemment parce que c'est peut-être, ça a fait 2 à 3 ans, on a mis en place une association qui regroupe des éditeurs et des auteurs. Donc, c'est CONES, syndicat, convention pour les auteurs éditeurs du Sénégal. Donc, avec la CONES, on est en train de programmer des activités qui vont peut-être relever le défi de la littérature au Sénégal. Donc, on espère vraiment avec la connaissance, les choses vont changer. Voilà, donc c'est ça. Ah oui, ça, on espère aussi. Il y a beaucoup d'auteurs au Sénégal. C'est tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent dans la littérature avec la poésie. Donc, voilà, on espère que la littérature connaîtra d'autres pandémies au Sénégal. Voilà, c'est ça. Hein. D'accord, parce que là, nous sommes touchés parce que c'est un rendement. Quand on pense à Senghor, quand on pense à Birago Diop, Camara et tous ces autres grands noms de la littérature sénégalaise, et là, on a l'impression que ça s'est un peu endormi. Donc, on espère vivre ce grand pays. Oh, il est parti. Nous l'avons perdu. On l'attend, il va revenir. On a perdu. C'est pas évident. C'est toujours comme ça. Avec le réseau, c'est pas évident. Non, pas du tout. Sinon, le Sénégal, ça va. Le Sénégal, c'est un pays qui... J'aimerais bien visiter le Sénégal un jour. Je n'y ai jamais. Ah, on a déjà été au Sénégal? Oui. Non, j'ai jamais été au Sénégal. Hein. Ah bon, oh, le pays de la Teranga, il faut venir. C'est le pays de la Teranga. Le pays de la Teranga. Oui, un jour. On vous attend avec plaisir. Vous êtes actuellement au Cameroun? Non, là, je suis à Nantes. Je suis pas... Ah, d'accord, vous êtes à Londres, ok. J'étais au Cameroun, ça va faire à peu près un mois que je suis rentrée. D'accord. Donc, j'avais des camarades de promotion camerounaises. Je leur fais un coucou. Ah, okay. À l'école des travailleurs sociaux, il y avait beaucoup de Camerounais là-bas. Oh, celle qu'on attendait est là. Enfin, elle est là. Ben oui, elle est là. Et on attend. Il y a eu une interruption de mon côté. Yvette Angèle, tu nous dis bonjour. Hello. Bonjour à tout le monde. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est bon, ça.
Ça bug. Oui, ça bug un peu. Le son n'est pas très bon. L'homme a fabriqué la machine a trahi l'homme. C'est ça, c'est ça. C'est une traîtresse, la machine. Mais bon. Elle n'est pas fidèle à l'homme qui l'a créée. À chaque fois, elle nous joue de mauvais tours. C'est sûr. C'est malheureux. Donc, ça va, bien, Yvette, mais le c'est son n'est Yvette, pas... celle qui vient de venir, c'est Yvette. Non, comment va le Cameroun? On va le Cameroun, j'ai cru deviner ça. Oui. Ça va bien par ici. Ça va? Oui, ça va, c'est beaucoup mieux maintenant. Oui. Vous allez m'excuser, moi j'ai un souci d'instabilité au niveau de la connexion, donc j'espère que là ça pourra être bien. Bonjour encore. Le son, on entend à peine. Le son, on entend à peine, c'est pas bon. Ok, c'est pas trop. C'était un peu stable au niveau de la connexion chez moi. Donc, là, je ne comprends pas. Mais bon, ben, vous avez un peu quand même. Mal. Mal, très mal. Fluide. Oui, ça me signale que la connexion est instable de ce côté, donc je ne sais pas trop. Je vais me déplacer une seconde. Oui, essaye un peu. Okay. C'est le son qui pose problème à nouveau. Là, vous me suivez? Très bien. Ok. Ok, d'accord. Bon, j'ai dû me déplacer. Et voilà. Bien. Bonjour encore. Et j'espère que ça va. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Alors, Yvette Angèle, qui est l'auteur de Innocence coupable, un recueil de nouvelles, qui nous a rejoint il y a un instant. Yacine Sey, qui est du Sénégal. Aujourd'hui, on sera avec Bara et Nina, un roman que nous allons découvrir aussi à travers notre thème, l'amour et ses ambitions. Et naturellement, Christine Elon, et son roman Mexico, dont nous avons déjà fait pas mal de représentations, en fait, au niveau pas mal de présentations. Donc, voilà. Bonjour, mesdames, et bienvenue à Ça des livres de ce jour. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que l'actualité a fait que chacune se porte déjà très bien et on vit bien ce dimanche et surtout qu'il y a des projets en cours. Commençons par là avant de plonger directement dans le reste. Alors, Yvette Angèle, c'est quoi le prochain projet d'écriture? Disons que pour le moment, je suis tellement concentrée sur le projet en cours, c'est-à-dire sa communication, bien en parler le maximum possible. Et bon, maintenant, en arrière-plan, il y a l'écriture du prochain recueil. Bien sûr, ça c'est tout naturel. Yacine, tu me parlais d'un projet, d'une parution prochaine. Oui, il y a un nouveau roman qui se profile à l'horizon. C'est bientôt fini, mais bon, on attend juste de faire les derniers réglages pour donner à un éditeur. C'est un roman. On va taire le titre pour le roman. On va taire le thème pour le roman. Mais en tout cas, il y a un projet bientôt fini en cours. Ok, d'accord. Ah non, ça c'est parfait. C'est bien de savoir qu'il y a toujours la plume, il y a toujours de l'encre qui va couler. Et c'est pareil chez Christine. Un projet en cours. Un projet en cours, la grossesse, elle est déjà à terme. Et d'accord, super. C'est juste une question de jours maintenant. Donc, bon. Et je ne vais pas en dire plus. Je laisse. Bien sûr, on aura le temps de découvrir et savourer autant que
autant que les autres. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'amour et ses ambitions. Et toutes les trois, bien sûr, vous avez écrit énormément sur l'amour, ses diverses conditions, ses diverses facettes, voir comment certaines choses sont conçues, perçues même déjà par dans la société. Et maintenant, en littérature, vous avez décidé d'offrir à la lecture vos perspectives à vous, ce que moi j'appelle vos critiques à vous de cette société-là par rapport à la façon dont elle se déploie, comment le cœur se déploie, comment l'amour est vécu. Yvette Angèle, dans son recueil de nouvelles, elle a pris l'aspect chrétien. Dans ces couples chrétiens, comment ils vivent l'amour, quels sont leurs challenges, leur quotidien déjà, et surtout ce qu'elle essaye de démontrer. Parce que je disais tout à l'heure, on a grandi en se disant les couples chrétiens, tout est très droit, tout est toujours bien, ce sont des couples parfaits. C'est l'endroit où il n'y a pas d'écart parce que Dieu est au contrôle, comme on dit. Ensuite, nous avons pareil, Nina. Là, on plonge véritablement dans la culture d'un monde, j'aime le dire, d'un monde musulman et surtout comment ce qui tourne autour de ce monde-là le perçoit. Et déjà, la rencontre avec des personnes d'autres cultures, des personnes d'autres sensibilités et ces divers voyages, autant qu'on en rencontrera dans Mexico de Christine Elon, ce voyage où on va justement aller à la rencontre de l'inconnu. Mais quel est l'élan qui porte vers ces diverses choses? Bon, voilà, autour de quoi nous allons discuter. L'amour et ses ambitions. Nous verrons bien ce que ça porte, ce que ça comporte et comment on peut arriver à produire quelque chose pour que les lecteurs déjà vous découvrent à travers vos sujets. Alors, je débute avec toi, Christine. L'amour et ses ambitions. Déjà, chacune de vous, en commençant par Christine, puis on prendra Yacine et à la fin, Yvette Angèle. L'amour et ses ambitions. Les deux vont-ils ensemble? Quand on parle d'amour, est-ce que les ambitions, on peut les mettre à l'intérieur? Quelle est la place des ambitions déjà dans l'amour? Alors, moi, je pense que l'amour, déjà, c'est une chose. Et les ambitions, c'est une autre chose. Donc, lier les deux, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui... en fait, c'est le cœur. C'est quelque chose... C'est le cœur qui parle. Quand on est amoureux, c'est un sentiment. Or, l'ambition, c'est une projection. On se projette. On veut atteindre un objectif. Donc, les deux, pour moi, vont se retrouver ensemble, mais à la base, ne partent pas ensemble. Donc, il y a l'amour qui, puisqu'on est en relation avec les autres, donc il y a ce sentiment qui peut naître d'une personne à une autre. Et puis, l'ambition, c'est ce qu'on se projette de faire avec cette personne ou avec une autre personne. Donc, pour moi, il y a même, c'est pas les deux, forcément, se retrouvent, mais bon, à la base, ne commence pas la route ensemble. Donc, chaque chose. D'accord. Alors, ok, ça c'est bien entendu. Donc, l'amour, il est là. Et après, maintenant, il y a des ambitions qui vont devoir naître. Alors, Yacine, quand on regarde cette cour, là où elle évolue, là où va naître Bara, justement, quand on regarde cette cour, qu'est-ce qu'on peut dire de ces sociétés-là, surtout ces sociétés où la polygamie est, je veux dire, est surtout la norme. Donc, comment les ambitions précèdent tel l'amour ou alors l'amour va rejoindre les ambitions plus tard. Ou alors les ambitions iront rejoindre l'amour plus tard parce que tout part, on parle, si je suis Christine, l'amour d'abord et les ambitions, oui, ça se verra. Alors, comment ça se perçoit sous ta plume? Bon, écoutez, bon, la façon de vivre l'amour au Sénégal, je pense que c'est un peu spécial, entre guillemets, c'est un peu différent avec les autres. Parce que je pense qu'ici, ce sont les ambitions qui viennent en premier. Parce que si on regarde bien, comme on a l'habitude de dire,
en Wolof, la femme n'aime pas, elle s'habitue. La femme n'aime pas, elle s'habitue. Donc, quand elle vient, en général, quand la femme entre dans une union conjugale, d'abord, dans la majeure partie des cas, c'est pas par amour, donc peut-être c'est parce qu'elle cherche quelque chose. Donc, avec la femme de Bara, qui est notre héros, donc c'est un mariage endogamique. Donc, au début, c'était pas le grand amour, ce sont leurs parents qui les ont mis en rapport, donc ils ont commencé à se fréquenter. Ils sont mariés et c'est après qu'est venu l'amour. Donc, on peut dire que ce sont les ambitions qui ont précédé l'amour. Comme l'a dit Yvette, ce sont deux choses qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre, donc c'est des choses qui vont ensemble. Donc, ça dépend de la manière de voir les choses. Des fois, c'est l'amour qui précède, des fois, ce sont les ambitions qui précèdent. Mais à tout compte fait, ce sont deux choses qui vont ensemble. C'est comme ça pour voir les choses. Voilà. Ok, d'accord. Ça aussi, c'est noté. L'amour et les ambitions. L'amour peut précéder les ambitions, tout comme les ambitions peuvent les précéder. Et toujours est-il que les deux finissent par se retrouver. Et Yvette Angèle, quand on va maintenant sur l'aspect chrétien, parce que les Innocences coupables, c'est un recueil de 7 nouvelles qui plongent dans l'intimité de ces couples chrétiens. Quand on s'y retrouve, justement, est-ce que le fondement de l'amour là-bas, c'est on va vers Dieu pour concrétiser cet amour, ou alors on se retrouve là-bas, c'est une ambition qui finit par se concrétiser et Dieu va en faire son amour? Disons que je vais dire les deux. Je cours le risque de dire les deux. En fait, je pense que l'amour, dans le cadre chrétien, l'amour et les ambitions doivent marcher ensemble. Si on considère l'amour comme quelque chose qui doit être concrétisé, quoi, c'est-à-dire que c'est pas un sentiment qu'on se contente d'éprouver et puis ça va, chacun passe sa route. Mais une fois que deux personnes sont engagées dans une relation, elles ont besoin d'être unies au niveau des ambitions. Et c'est pour ça que quelque part, la Bible dit qu'on ne peut pas cheminer ensemble si on ne s'est pas accordé. Ça veut dire que si toi, dans ta tête, tu dois aller à gauche et dans la mienne, je vais à droite, il est très difficile qu'on prétende faire un chemin ensemble dans le cadre du mariage. Donc, je pense que pour le chrétien, ça peut commencer vraiment par quelque chose qu'on éprouve pour quelqu'un. On aime une personne et puis au-delà du sentiment qu'on éprouve, on creuse un peu plus. Est-ce que cette personne a la même philosophie de vie que moi? Et là, on est au niveau des ambitions. Qu'est-ce qu'elle entend réaliser de sa vie? Et là, on peut courir le risque d'aller un peu plus loin dans son engagement vis-à-vis de la personne. Donc, ça peut prendre vraiment, on peut prendre ça d'un bout comme de l'autre bout. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas une relation d'amour sans que les ambitions, je veux dire, l'intelligence soit exercée. Il n'y a pas une relation d'amour, il n'y a pas une relation entre un homme et une femme où on se contente d'être dans les ambitions, du moins à mon sens, quoi. Je pense que l'amour et les ambitions, ça va ensemble. Très bien. Alors là, nous avons le décor qui est très, très bien planté. Je vais prendre une petite phrase que je vais un peu déformer, qui est tirée de Bara et Nina. La pauvreté, on la voit pour les autres. Eux-mêmes, ils ne se sentent pas pauvres, mais seulement peu riches. Je vais prendre la pauvreté, on la voit pour les autres. Eux-mêmes, ils ne se sentent pas pauvres, hein, seulement peu riches. Ils se sentent seulement peu riches. Donc, je vais partir de là, de la pauvreté, parce qu'en général, quand on parle d'ambition et qu'on parle d'amour, on arrive toujours à ce point. On finit par arriver à ce point. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'évolue? Est-ce que j'évolue pas? Et je vais prendre le personnage, là, je vais revenir avec Christine. Stella. Je vais prendre, dans chaque texte, j'ai pris un couple, et chez Christine, j'ai pris Alex et Stella. Stella qui arrive et qui dit à Alex, je préfère choisir la sécurité que m'offrira cette vie. En parlant de cette vie, elle parle de cette relation, de ce mariage dans lequel ses parents vont l'orienter, parce que c'est le type, il est fortuné, il y a quelque chose, il y a cette sécurité financière qu'elle va retrouver. Alors elle lui dit, je préfère choisir la sécurité que m'offrira cette vie
à l'incertitude que nous connaissons aujourd'hui, vivre avec un étudiant ne nous mènera nulle part. Donc voilà ce que Stella dit à Nina. Maintenant, voilà ce que Stella dit à Alex quand elle le quitte. Et là, je vais te poser une question qui t'a déjà été posée, Christine, lors de ta présentation ici à Yaoundé. Quelle est la place de l'amour, justement? Est-ce que l'amour a une valeur pour le pauvre? Est-ce que, ou alors je vais reprendre la question différente, est-ce que le pauvre, bon, son ambition n'est pas de rester pauvre, mais est-ce que le pauvre, il mérite l'amour? Ou alors il faudrait lui créer autre chose? Cette question qui a été posée lors de ta présentation, je la pose à nous. Alors, de mon point de vue, l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Donc, en tant que l'amour, c'est quelque chose, comme je disais, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment qui nous est commun, qui est commun à tous les hommes. Maintenant, la pauvreté, c'est juste un état qui peut être passager ou, bon, ça dépend des efforts qu'on peut faire pour passer de cet état à un autre. Celui qui est riche, il y en a qui naissent riches, mais tout le monde n'est pas riche. Il y en a qui travaillent pour atteindre ce niveau dans la société. Donc, l'amour, pour moi, c'est un sentiment et chacun peut vivre ce sentiment indifféremment du plus riche ou du plus pauvre. On voit peut-être quand on va dans des villages, il y a des gens qui s'aiment, mais d'un amour vrai et sincère. C'est pas parce que ces gens-là n'aimeraient pas avoir une meilleure vie. Ces personnes aimeraient avoir une meilleure vie, mais malgré leurs conditions, les personnes parviennent quand même à trouver cet état, trouver cet amour et à vivre cet amour-là. Maintenant, il y en a qui peuvent être ambitieux et qui veulent une vie meilleure et qui choisissent de ne pas vivre dans ce cocon, dans cette pauvreté. Alors là, la personne ambitionne ce projet et veut rencontrer peut-être quelqu'un qui a plus de moyens pour avoir une meilleure vie. C'est un choix. D'accord. Donc, avec la notion de choix, est-ce qu'on va encore parler d'amour quand les ambitions ne sont pas conjuguées? Déjà, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait deux. Il faut que ce soit des sentiments bien conjugués. Alors, quand on parle maintenant de choix individuel, d'ambition personnelle, parce que très souvent on dit certaines personnes n'ont pas d'ambition tout simplement parce qu'elles sont restées là où on peut dire que l'amour vit, là où leur cœur bat et autre chose. Donc, quand on parle donc de cette question d'ambition, ça veut dire qu'il y a rupture de l'amour au moment où les ambitions deviennent individuelles. Est-ce qu'il y a déjà eu amour à la base? De temps que tu y réfléchis, je vais avec Yacine. À ce stade-là, est-ce qu'à la base déjà, on peut parler d'amour si plus tard, on finit par se retrouver avec des ambitions individuelles et ces ambitions concernent justement l'épanouissement personnel sur le plan financier? Bon, déjà, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est comme si on demandait est-ce qu'il y a un cœur pour les pauvres et un cœur pour les riches. L'amour, c'est une affaire de cœur. Donc, ça n'appartient pas seulement aux riches. Et comme c'est dit dans Bara et Nina, la pauvreté, c'est vu par les autres. Parce que quand on voit au début de Bara et Nina, donc c'est la vie à la banlieue, donc au fin fond de la banlieue dakaroise, là où les conditions ne sont pas assez bonnes pour les autres, mais pour ceux qui vivent en banlieue, donc les personnes se considèrent comme vivant dans de bonnes conditions. Voilà, il y a la solidarité, voilà, il y a l'entraide. Et puis, il y a des amours sincères chez les pauvres, comme on dit, les pauvres entre guillemets. Il y a des amours sincères. Parce qu'avec la mère de Bara, donc c'est cette femme qui a quitté son village, sa contrée d'origine pour venir vivre à Dakar. On peut dire que là peut-être, elle est entrée dans le mariage en suivant ses ambitions. Parce qu'elle a préféré peut-être se marier avec un homme qui lui offre au moins un toit où vivre, dans des conditions un peu décentes. Donc, là, c'est plusieurs ambitions qui se croisent là-bas. Donc, il y a la première femme qui est là. Bah, elle, on ne sait pas comment elle a fait pour épouser son homme. Mais la deuxième femme, qui est la mère de Bara, elle a épousé le maçon qui peut lui offrir une vie beaucoup plus
meilleure que celle qu'elle est en train de vivre, parce qu'elle était dans une chambre assez étroite avec ses amis, donc elles étaient des bonnes à tout faire, voilà, donc elle a trouvé un mari qui lui offre un toit. Donc là, on peut dire qu'elle s'est mariée par ambition pour changer de vie. Et c'est peut-être, donc là, on peut dire que c'est l'amour, mais il y a deux façons de vivre l'amour, parce qu'il y a déjà l'amour sincère et véritable, qui est une affaire de cœur. Il y a aussi la passion, l'obsession, ce qui est arrivé à notre héros. Donc, il est obsédé par les femmes mûres. Donc là, c'est un autre thème. Oui, nous reviendrons sur Bara plus tard. Là, c'est l'obsession, c'est pas l'amour, c'est l'obsession. Donc, peut-être. Et c'est sa femme même qui va corriger ça. Cette femme-là qu'on avait donnée en mariage endogamique, cette femme-là, finalement, elle est tombée amoureuse de son mari. Voilà, elle a décidé de l'aider. Donc là, on peut dire que c'est une ambition qui vient après le mariage. Donc, elle, maintenant, son projet, c'est d'aider son mari à changer de vie, voilà, à être une autre personne, voilà, à renouer avec sa vie d'antan. Voilà, donc on peut dire que je sais pas, c'est un peu, c'est des choses qu'on peut pas séparer, c'est un peu, voilà, vice versa, des choses qui peuvent aller ensemble, l'amour, l'ambition, voilà, on peut pas séparer ces deux choses-là. Et maintenant, en restant avec Bara et Nina, ces sociétés dans lesquelles la polygamie devient, c'est l'ambition même déjà de la famille. Je commence par la famille de la fille. Son ambition déjà, c'est de placer sa fille quelque part. Donc ça, c'est son ambition à elle. Et la fille va maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, va s'habituer au contexte dans lequel l'ambition va la placer. À quel moment l'amour, lui, peut-il être là? Parce que la famille a son ambition à elle. Et l'amour, il y a des filles en polygamie, des femmes en polygamie, nous voyons ça avec des femmes dans Bara et Nina, de façon générale, elles vivent bien leur polygamie. Et à ce stade-là, l'ambition, peut-on dire que l'ambition crée l'amour? Oui, on peut dire ça, c'est l'ambition qui crée l'amour. Parce que là, moi j'ai l'habitude de dire que la polygamie, ça fait partie de nous. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas bannir de notre société. Donc, voilà, c'est recommandé par nous. C'est pas imposé, mais c'est recommandé par notre religion et puis notre culture aussi, accepte la polygamie. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de voir les côtés positifs de la polygamie. Essayer de faire de sorte que ça arrange tout le monde. Donc, voilà, la mère de Bara, elle a retrouvé une coépouse qui l'accueille bien, les bras ouverts. Elles vivent dans de bonnes conditions, même si elles ne sont pas assez riches. Donc, leur mari arrive à peine à joindre les deux bouts. Mais elles ont quand même arrivé à gérer. Parce que l'amour, ici au Sénégal, on a l'habitude de dire que, par exemple, à cette époque, surtout quand on a des enfants, on transfère tout l'amour sur les enfants. Donc, on se concentre sur l'éducation des enfants. Et voilà, ça aboutit à de bons résultats. Parce que Bara, qui est né de cette union, donc il a une fin vraiment, il est parti en France, il a fait de bonnes études, malgré qu'il ait vécu son enfance dans un milieu assez pauvre, la banlieue, voilà. Donc, il a assez souffert dans son enfance, ils arrivaient à manger à peine. Donc, c'est dans ces conditions qu'il a terminé ses études. Il a une bourse, il est parti en France, voilà, il est revenu, il a un bon travail. Et sa famille a déménagé dans une belle maison, voilà, tout le monde est heureux, les filles se sont mariées à leur tour. C'est une famille nombreuse, parce que aussi, on ne peut pas se départir de ces familles nombreuses-là. Ça fait partie de nous. La chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une culture en Afrique de manière générale qui est différente de celle des autres, par exemple les Occidentaux, parce qu'ici, on est habitué à vivre en famille nombreuse. Maintenant, c'est quand les enfants grandissent que tout ça va cesser. Donc, chaque enfant va essayer de mettre ses parents de côté, voilà, construire une maison pour ses enfants. Donc, ici, quand une femme entre en union conjugale, on lui demande surtout de se sacrifier pour ses enfants. Donc, on peut rester dans le ménage, non pas par amour, mais par ambition. Donc, l'ambition, c'est quoi? C'est de voir ses enfants grandir, voilà, être dans de bonnes conditions et nous sortir de l'aubaine. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe avec la famille de Bara. Voilà. Yvette Angèle, on reste avec le contexte de Bara et Nina. Et là, nous voyons vraiment, comme Yacine le précisait, les gens vivent dans une cour, c'est une cour avec une famille nombreuse. Et l'ambition maintenant, fait des ambitions ici, et très souvent, le challenge, c'est au côté, ce niveau financier, c'est au niveau matériel. Donc, comment fait-on
dans cette société, est-ce que ce n'est pas le nombre d'enfants, par exemple? Quand on va prendre deux femmes, et deux femmes, il va tirer peut-être 8 enfants. Nous prenons ce cas-là. Est-ce que si il arrive à s'occuper de ces enfants, les ambitions sont atteintes? Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a plus d'enfants que de moyens déjà pour les tenir. À ce stade-là, quelles sont les ambitions? Est-ce que le nombre d'enfants, on l'a avant? Je ne vais pas revenir vers Yacine qui a créé le contexte, parce que là, on est dans son livre. Donc là, je te demande à toi, est-ce que le nombre d'enfants, il vient avant ou alors il vient trouver une situation particulière et on va juste s'adapter? Est-ce que l'amour, maintenant, ce n'est pas, par exemple, une forme d'adaptation à un contexte particulier? C'est vrai qu'à un moment, le son a un peu dérangé là, mais bon, du peu que j'ai entendu, je crois, non, ça va aller. Je crois que l'amour, à un moment, et les ambitions fusionnent. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'aimer en parole, je crois. Lorsqu'on en vient à s'occuper de ses enfants, c'est vrai, on peut dire que c'est une ambition. C'est un projet à atteindre, de voir ses enfants bien grandir, bien élevés, réussir dans leur vie. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, ce n'est pas la préoccupation de certains parents. Donc, quelqu'un qui se sacrifie pour faire ça, au-delà d'une ambition, je vois un acte d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans acte. L'amour doit se prouver, l'amour doit se manifester de façon pratique, de façon concrète, à travers un sacrifice, à travers un don de générosité, le don de soi. Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est aussi de l'amour. C'est de l'ambition vue d'une certaine façon. Peut-être que n'étant pas de cette culture-là, je n'ai pas une analyse très juste. Mais du point de vue de ma culture en moi, en essayant d'entrer dans ce livre, je pense que l'ambition perçue telle qu'on l'aperçoit, pour moi aussi, c'est une preuve d'amour en fait. Très bien. Maintenant, je reste avec toi et une phrase qui est tirée de la page 45 de ton recueil de Nouvelles Innocences Coupables. Aucun homme épris de sa femme ne fait 3 mois sans la toucher. Voilà. Donc maintenant, ouais, là, on passe à une autre forme d'ambition. Ce n'est plus le côté matériel. Là, il n'y a pas de problème matériel. La femme, elle est bien Ingrid. Je crois, il s'agit bien du couple Ingrid et Aris. Donc, ils sont bien tous les deux. Ils n'ont pas de problème d'argent. Maintenant, il y a une distance sur le plan physique. Aris ne la touche pas. Maintenant, est-ce que cette conclusion, aucun homme épris de sa femme ne fait 3 mois sans la toucher, est-ce que c'est suffisant déjà pour qu'on parle qu'on dise qu'il n'aime pas sa femme? Est-ce que c'est suffisant? Cette ambition d'être, est-ce que c'est déjà une ambition, ça, d'être touché par son mari? Quand on se marie, ça fait partie du mariage, mais est-ce que cette absence-là fait un manque d'amour? La femme peut le percevoir comme ça, mais bon, toi maintenant tu es un homme, dis-nous. Tu ferais 3 mois sans toucher ta femme? Je savais très bien que cette question, tu vois que ça se serait vu de cette façon. Je me suis dit, ok, bon, peut-être que je ne vais pas poser la question parce que là, ça reviendrait de cette façon. Oui, bon, maintenant c'est Ingrid. Donc, oui, Ingrid le perçoit comme ça parce que je pense que chez les femmes, c'est quelque chose de très douloureux. Elles ont souvent pris ça comme une chasse gardée de diriger la relation sur le plan sexuel. C'est-à-dire, elles ont souvent pensé qu'elles ont le pouvoir. Ça se passe quand elles veulent, ça ne se passe pas quand elles veulent. Donc, pour une femme, quand elle voit l'appétit sexuel de son mari envers elle diminuer, décroître, il y a des raisons de se poser des questions, même au niveau personnel. Est-ce que je ne l'attire plus? Est-ce que qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce qu'il va voir ailleurs? Donc, je pense que sa question, quelque part, elle est légitime. C'est une femme. C'est normal qu'elle se pose ce genre de questions. Bon, maintenant, est-ce que la question est fondée? Est-ce qu'une conclusion telle que celle-là est fondée? Je pense que c'est un point de vue de femme qui a été donné. Maintenant, c'est à Aris de se défendre et de s'expliquer. Oui, bien sûr, c'est à Aris de se défendre et de s'expliquer. Ça, je ne refuse pas. Christine,
cet aspect, par exemple, que Ingrid va vivre dans son couple, elle s'est bien mariée, tout était très bien, ils étaient ensemble. Après, c'est le froid total. Et déjà, on parle de non-amour. On dit qu'il n'y a plus d'amour. Il n'est plus d'elle parce qu'il ne la touche, plus. Je remets ça dans le cadre des ambitions aussi, donc d'épanouissement personnel, quand deux personnes vont se mettre ensemble. Mais est-ce que cet aspect est suffisant pour qu'on parle du manque d'amour? Je reprends la même question. Là, je veux le point de vue de la femme, et pas celui de... Bon, c'est encore moi qui pose des questions. Alors, si je pense, hein, je me dis, si Harris va jusqu'à ne plus toucher sa femme, c'est qu'il y a quelque chose qui le motive. Et pour la femme, ça va forcément créer une très, très grande frustration parce que venant de l'autre personne, on ne sait pas ce qui provoque cet état. Pourquoi est-ce que Harris décide de ne plus toucher Ingrid? Justement, elle va se questionner, elle va se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il voit ailleurs? Donc, c'est légitime parce qu'un mariage, c'est deux personnes et parmi les devoirs de l'époux doit avoir des rapports avec sa femme et tout. Mais si les rapports que l'époux doit entretenir avec sa femme viennent à manquer, c'est qu'il y a problème. Et qu'est-ce qui cause le problème? La question est posée. Et ça joue justement sur la solidité du couple. D'accord. Ça peut aller jusqu'à une éventuelle séparation parce qu'un des arguments phares manque à ce couple. Oui, parce que très souvent, on entend dire que c'est accessoire. Cette partie, que l'amour n'en dépend pas. Mais finalement, on se rend compte que c'est une des ambitions de l'amour. Non, ce n'est pas accessoire parce que même quand au moment où vous vous mariez, c'est un des devoirs, c'est parmi les devoirs principaux du mari envers la femme. Donc, ça ne peut pas être accessoire. Au contraire, c'est déterminant dans le couple. Ah. D'accord, je vois Yacine qui hoche la tête. Je vois qu'elle est parfaitement, elle est d'accord avec ce point de vue. Quand on dit que c'est une des ambitions de l'amour, sans ça, il ne peut pas y avoir amour. Le fait est qu'ici au Sénégal, même les femmes mariées ont tendance à dire que le manger et le boire, il y en a chez les parents. Donc, ce n'est pas seulement ça qui nous amène dans le foyer conjugal. On ne veut pas en mariage pour manger et boire seulement. Ça on a le trou chez les parents. Donc, si on va en mariage, c'est aussi ça fait partie des ambitions majeures du mariage. C'est pourquoi je ris. Parce que ici, entre femmes au Sénégal, les femmes se disent des choses voilà, qui sont rigolo, ça fait rire. Donc, voilà, c'est pourquoi je ris quand elle a parlé de ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on entend souvent. Le manger et le boire, on a trop chez les parents. Voilà, donc c'est des paraboles qu'on utilise comme ça. Voilà, mais ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Et puis, il y en a, quelqu'un va te dire, non, je ne suis pas un pot de fleurs. Pourquoi est-ce que la femme, à ce moment-là, se questionne, je ne suis pas un pot de fleurs, tu ne m'amènes pas chez toi juste pour décorer tes murs. Non, je dois bien servir à quelque chose. Et mon rôle, c'est celui, je ne sais pas, le mari, c'est le rôle du mari. Donc, pour moi, c'est un fait, c'est obligatoire. Et là, on voit que la femme de Bara avait ce problème-là, parce que son mari, il n'avait dit que pour les femmes mûres, les femmes d'âge mûr. Donc, il faisait avec sa femme, voilà, mais sans y mettre du sien, quoi. Donc, voilà, comme on dit, il faisait la chose comme ça, sans aucune, voilà, sans y donner au fond, quoi. Parce que lui, c'est celle qui l'intéresse, les femmes d'âge mûr, donc, avec sa femme. Il fait juste son devoir conjugal, comme l'a dit, c'est un devoir, donc il remplit son devoir, et puis c'est tout. Et ça, les femmes n'aiment pas du tout ça, vraiment. Donc, ça a fait, un moment, ça a fait mal à sa femme. Mais comme on l'a appris à sacrifier, à gérer, elle est parvenue à gérer, voilà, avec sa manière, jusqu'à avoir gain de cause. Mais au début, c'était pas facile du tout pour elle. D'accord. Donc, en comprenant bien, en mettant tous ces points ensemble, on comprend que l'amour a diverses ambitions.
qui sont communes déjà. Parce que dans toutes ces ambitions, on voit quelque chose de commun. Sauf quand ça concerne le côté financier où quelqu'un se dit non, ce n'est pas ici, ce n'est pas assez bien pour moi, même si mon cœur y est. D'ailleurs, c'est ce que Stella va dire à Alex dans Mexico. Elle va lui dire ok, je t'aime, je n'aime que toi, mais ces conditions. Toi, tu es étudiant, déjà, pour toi seul, c'est compliqué. Quand c'est vrai de nous deux, si on doit se mettre, si on doit rester ensemble, c'est pas facile de te nourrir tout seul, de te prendre en charge tout seul. Donc, deux personnes déjà, donc un homme avec moi, mes besoins de femme, ça n'irait pas. Et ça, c'est ce que Stella lui dit en partant. Mais je veux dire, tous les autres points se conjuguent facilement. Pourquoi ce point particulièrement reste délicat? Même dans la société, on voit, aujourd'hui, on retrouve ça tout le temps dehors. On retrouve ça, pourquoi c'est autant délicat et qu'est-ce que la littérature, elle, vraiment vaut plume, elle apporte. Je reste avec Christine, et quand on parle de cet aspect, c'est toujours très délicat. Parce que les autres, on peut dire, oui, le côté physique, oui, on doit le faire ensemble, le côté enfant, on doit y penser ensemble, mais pourquoi quand ça devient côté argent, on y pense moins ensemble? Alors, l'écrivain, déjà, est un miroir. L'écrivain est le miroir de la société. Donc, lorsque l'écrivain écrit, l'écrivain dénonce certaines parts de cette société-là. En ce qui concerne Stella, j'allais préciser, il faut voir que ça, c'est un amour qui est parti. Nos deux jeunes se sont connus très jeunes, si je peux dire ça ainsi. Donc, ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore jeunes. Après, ça a évolué jusqu'à un certain âge. Oui. L'amour était toujours présent, mais il n'était plus deux dans cet amour-là. Il y a la famille qui s'introduit dans l'amour, et dès lors qu'il y a une tierce personne, on se questionne, est-ce que cet amour est encore aussi, ce n'est plus un amour entre deux personnes, c'est déjà un amour entre plusieurs personnes. Et ces personnes qui rentrent dans la relation peuvent être soit toxiques, soit elles vont plutôt vous aider à grandir. Et dans le cas de Stella, on se rend compte que la famille, c'est plutôt une famille qui est calculatrice, parce que c'est la famille qui va injecter cette idée-là à Stella, et elle va se servir de cette idée pour rompre sa relation avec Alex. Donc, la famille présente un monsieur qui est, lui, aisé à Stella, et la famille parvient à convaincre Stella du bien fondé d'un prochain mariage. Ouais. Donc, même si à la base, Stella aimait follement Alex, était bien intentionné, il y a la famille qui rentre dans le cadre. Ça va forcément, la balance va pencher du côté de l'homme plus âgé. Et Stella, dans le cas de Mexico, elle va choisir d'écouter la voix de la famille et va plutôt se séparer d'Alex, qui lui n'est qu'un petit étudiant. Dans tout ça, on va maintenant associer l'amour comme ambition, comme une des ambitions de l'amour, la volonté de survivre, même pas de vivre, mais de survivre. Hein. Déjà, on va mettre la volonté de survivre, déjà parce qu'il faut qu'on puisse, il y a l'instinct, je veux dire l'instinct de survie, prenons ça comme ça. Donc, l'instinct de survie, c'est une des ambitions de l'amour. On ne va pas seulement parce que bon, on va s'aimer, mais il faut qu'on survive aussi, si je comprends bien. Ici, c'est un cas particulier. Ce n'est pas oui, en restant avec ce cas. En restant avec ce cas. Oui, on ne retrouve pas. En restant avec ce cas, Stella a choisi de cet instinct de survie parce qu'elle s'est dit non, je préfère être bien, je préfère une situation où je serai bien qu'une situation où je serai moins bien. Donc, elle a fait ce choix. Et elle a mis son amour de côté et elle a choisi la meilleure vie que lui offrait le prétendant. Très bien. Il y a des cas où on a vu souvent des jeunes qui vont à l'encontre de ce que proposent les familles, qui s'enfuient plutôt avec les jeunes fiancés juste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais dans le cas de Stella,
elle a accepté ce que lui proposait la famille. Donc, elle n'a pas mis en avant son amour, mais plutôt l'intérêt. Ok, d'accord. Et pour rester avec toi, une dernière question, tout dans ce sens. Pourquoi pas une Stella qui va vivre avec Alex, se battre avec lui et réussir? Pourquoi finalement, pourquoi avoir laissé Stella partir? Là, je parle à l'écrivaine. Bon, Stella est partie parce que ça aurait changé le cours du roman. Oui, bien sûr. Donc, le roman a été écrit de telle sorte que Stella avait un rôle et Stella, à un moment, devait s'écarter de la vie d'Alex pour que Alex puisse continuer et qu'il vous amène à découvrir le Mexique. Donc, ce qui signifie aussi bien que l'amour n'est pas toujours ce qu'on croit, et n'est pas toujours là où on le croit. Peut-être qu'il n'a même jamais été entre Stella et Alex. Donc, je veux dire, quand l'aspect financier finit par séparer des gens, peut-être qu'il y a pas, peut-être que c'était pas vraiment de l'amour, qui était là, on essayait quelque chose pour peut-être s'affirmer ou je sais pas voir voir un autre aspect, essayer de voir si on pouvait le faire, mais on réalise que c'est qu'on n'aime pas assez pour subir tout ça. Par exemple. Bien, Yvette Angèle. Maintenant, je vais prendre un cas qui se passe dans Bara et Nina, une autre forme d'amour, et en parler avec toi, parce que toi, ton texte, il est beaucoup sur le côté chrétien. Donc, dans Bara et Nina, nous avons Nina, et j'ai dit à Yacine, Nina, c'est mon personnage préféré de son roman, parce que Nina Baldé, elle est particulière. C'est une femme physiquement qui a tout ce qu'il faut, elle peut tout avoir en claquant des doigts, mais ses ambitions sont d'une autre nature. On dit qu'elle envoûte des hommes pour pouvoir leur prendre la tête barrière et leur faire tout ce qu'elle veut et tout. À ce stade, maintenant, quand elle vit avec, parce que la personne qui vit avec elle ne sait pas déjà. Donc, ces femmes qui usent donc de ces pratiques pour trouver l'amour, pour trouver leur grand amour. Déjà, à quel moment parle-t-on d'amour sur ce plan? Après, après toi, je vais chez Yacine pour un développement plus précis par rapport à son livre. De façon générale, avoir recours à ces comportements, oui, pour trouver l'amour. Quelle est la place de l'amour là-dedans? Je ne crois pas que l'objectif soit l'amour, hein, vraiment, parce que là, je vois plutôt quelqu'un qui va à la chasse et elle est prête à tomber sur n'importe quel gibier à même de satisfaire ses ambitions. Il ne s'agit pas d'amour parce que l'amour est dirigé vers une personne précise. C'est-à-dire qu'on a vu quelqu'un et puis on a éprouvé quelque chose envers la personne. Maintenant, quelqu'un qui possède par envoûtement, ça veut dire qu'elle est prête à envoûter toute personne qui correspondrait au profil qu'elle s'est conçue en tête pour atteindre un but. Généralement, pour moi, c'est pas un but directement, même pas directement un but lié à l'amour, c'est un but, c'est des buts matériels en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche un mieux-être financier ou matériel. C'est ce genre de personnes qui possèdent de cette façon-là. Donc, moi, je ne vois pas directement l'amour. Parce que quand on cherche l'amour, j'ai toujours pensé que tout homme est un projet de Dieu. Et quand on parle de projet, il y a forcément un ensemble de personnes avec qui on doit fonctionner pour que le projet soit mené à son terme. Donc, la focalisation ici ne doit pas être faite sur l'argent ou pas l'argent. Excuse-moi, j'en profite comme ça parce que les questions que tu posais tout à l'heure là m'ont beaucoup intéressée. Ne doit pas être sur l'argent ou pas l'argent. Mais je crois que on va quelque part. On a aimé quelqu'un, on a regardé quelqu'un, on l'a apprécié à première vue comme ça. Maintenant, on creuse et on se rend compte que cette personne-ci a les mêmes idées que moi et on peut cheminer ensemble. Donc, ce qu'on a en tête, ce n'est pas forcément le bien-être matériel ou pas. C'est que notre cœur bat et pour une personne avec qui on se sent bien et on veut bâtir quelque chose de durable. C'est ça qu'on a en tête au départ. Bon, maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on voit si ça vaut
vraiment la peine de poursuivre le projet. Et je pense qu'une fois qu'on se lance, personne ne connaît le développement d'une vie dans les détails. Vous pouvez au départ commencer avec une personne pauvre qui se retrouve demain par un concours de circonstances divines avec une vie complètement transformée, qui n'a rien à voir avec ce qui était au départ. Donc, quand on va avec l'idée que c'est l'argent qu'on a devant, c'est le bien-être qu'on a devant, et on se met à faire des calculs, je vois telle personne qui a l'air bien et puis j'en voûte. Je vois telle qui a l'air mieux, je laisse et puis j'en voûte. Je pense que c'est une démarche qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est des calculs pour un mieux-être matériel ou financier. Et quand bien on finit par épouser ce gibier-là, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans le cœur. L'amour n'est pas remplaçable. L'amour ne peut pas être remplacé par les biens. Un couple qui est épanoui, une femme qui est épanouie, un monsieur qui est épanoui en couple ne peut pas remplacer ce qu'il ressent là par le matériel, par de l'argent et autres. Donc, c'est ça mon avis. Les chasseuses de biens par l'envoûtement, je pense qu'elles ont un autre but que celui de l'amour. Hein. Très bien. Yacine, maintenant, pour aller avec toi sur ce plan, c'est toi qui nous a présenté, c'est toi qui nous a offert, en fait, Nina Baldé. Il y a près de 20 ans, j'allais dans le nord du Cameroun, j'y ai séjourné, et quelqu'un me disait, c'était quelqu'un de là-bas, il me disait, chez nous, on a le droit de procéder à l'envoûtement pour adoucir ces femmes, pour qu'elles ne nous fassent pas laver Dieu quand elles sont ensemble, pour que ceci. Donc, pour tel, il m'avait dit que c'était ça. Alors, quand je lis Nina Baldé, je me dis, ok, bon, je vois que voilà quelqu'un qui va leur rendre un peu ce qu'ils font et puis essayer de leur faire comprendre, de leur faire ressentir ce qu'on ressent quand on est dans cette position-là. Et quand on voit ce que Bara vit, quand on voit comment il vit, comment il délaisse sa famille, comment sa femme, même déjà qui se retrouve à l'hôpital, il n'arrive pas à être là pour la chose la plus précieuse qui devait lui arriver, parce qu'il a l'esprit totalement détourné. Et là, je me suis posé cette question. Les ambitions, est-ce qu'elles ont une seule voie, ou alors ces ambitions devraient être plurielles et libres surtout? La femme qui le fait. Donc, commençons par cet aspect, bon, avant de dénoncer Nina Baldé pour ce qu'elle a fait. Mais déjà, ce retour de politesse qu'elle fait, d'envoûter aussi et de voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai, c'est pas pour voir ce que ça donne, mais on peut l'interpréter comme ça à la lecture. Comment déjà, tu vois, ça te vient à l'esprit? Et ça, c'est la première question. Bon, écoutez, quand l'égoïsme vient se placer, l'amour se dégage complètement. L'amour perd toute sa place. Donc, Nina, elle est égoïste sur tous les plans. Hein? C'est l'égoïsme total. Donc, ça a commencé avec son époux, qui l'a toujours mis dans de bonnes conditions, un ancien policier. Et là, j'en ai profité pour dénoncer un fait social qui s'est passé. Là, j'étais un bébé, une petite enfant, une toute petite fille. Mais c'est des choses voilà, qu'on aimerait que notre génération se souvienne. C'était la régression des policiers qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, son mari est un ancien policier qui l'a toujours mis dans de bonnes conditions. Mais quand il a perdu son travail, elle a vachement quitté, abandonné avec ses enfants. Donc, elle est partie à la recherche des hommes. Hein. elle a fait pas mal de victimes. Elle a fait perdre du boulot à des hommes. Elle a fait emprisonner des hommes. Voilà. Parce qu'elle a un atout naturel. Elle est une femme belle, comme vous la préférez. Même l'éditeur, c'est son personnage préféré. Donc, c'est une femme très belle, voilà, qui ne laisse pas indifférent les hommes. Donc, elle utilise cet aspect. Donc, elle fait aussi ce que font beaucoup de femmes ici au Sénégal. C'est malheureux. Donc, je pense que même c'est en Afrique de manière générale, les Africains ont tendance à faire appel à la mystique, voilà, à l'envoûtement pour quelquefois arriver à leur fin. Donc, beaucoup de femmes utilisent ce procédé. Donc, il y a des femmes qui brisent des ménages avec la polygamie. Voilà, on se met dans un ménage polygame. On trouve une première femme qui est bien avec son époux. On fait tout pour la dégager, voilà, pour lui mettre en mal avec son mari. Comme a fait Nina, donc elle a fait de sorte que Bara n'est Dieu que pour elle, donc il abandonne son époux en pleine nuit, il passe des week-ends avec elle, voilà, donc là on ne peut pas parler d'amour, il n'y a même pas une once d'amour là-bas, il n'y a pas d'amour là-bas, donc c'est l'égoïsme pur et dur,
Et ça, c'est dangereux, ça tue l'amour. Donc, quand il y a de l'égoïsme, l'amour perd toute sa place. Voilà, donc Nina, c'est une femme dangereuse et malheureusement, elle a beaucoup de semblables ici dans notre pays. Des briseuses de mari, comme on dit, des voleuses de mari. Il y en a à gogo. Et elles sont aidées par les charlatans, donc c'est toujours des faits que je donne dans mes romans. Dans mon premier roman, j'ai vraiment dénoncé ça, le charlatanisme, voilà, des charlatans. Même il y a des gens qui viennent d'autres pays de la sous-région pour venir au Sénégal parce qu'ils savent que les Sénégalais, voilà, ils aiment beaucoup cette pratique-là, le mysticisme. Donc c'est une pratique qui va bien, voilà, c'est un business qui va bien au Sénégal, avec les femmes. Donc quand on met les pieds chez un charlatan, quand il y a 100 personnes, c'est sûr que les 95 sont des femmes. Donc, et tout ce qui les amène là-bas, c'est les hommes. Donc, ça, quand elles vont voir les marabouts, c'est pas pour avoir voilà, de bonnes conditions. Rarement, elles y vont pour attraper un homme, soit pour que l'homme soit à elle seule, soit pour que l'homme quitte une autre femme pour elle, soit pour que l'homme se donne à elle à 100% en abandonnant sa famille, en abandonnant ses proches. Voilà. C'est des pratiques qu'on voit tout le temps. Et c'est ce que Nina a fait avec les hommes. Malheureusement, c'est ce qu'elle a fait avec Bara, avec ses autres victimes. Très bien. Et maintenant, on va continuer vers la fin de ce programme. Disons, l'amour. Qu'est-ce qu'on doit retirer des ambitions de l'amour pour faire amour? Mais attention, en retirant certains éléments, Christine, est-ce qu'on pourra véritablement, est-ce que l'amour ne va pas être une sorte d'apartheid, de développement séparé? Bon, vous qui n'avez pas assez d'argent, vous avez votre type d'amour et bon, et les autres, si vous devez vous mettre ensemble, on se met ensemble selon les ambitions. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retirer pour qu'on puisse parler? Quelles sont les ambitions de l'amour qu'on doit retirer? Les ambitions contribuent à faire vivre l'amour. Lorsqu'on est ambitieux et que on tombe sur quelqu'un qui est tout autant ambitieux que nous, par exemple, ça nous amène déjà à mieux nous comprendre, à mieux nous battre tous les jours, parce que ambitieux et ambitieux, ça donne forcément quelque chose de bien. Or, si on n'est pas ambitieux et qu'on tombe sur quelqu'un qui est ambitieux, il y a un écart qui se creuse. Et cet écart-là risque de jouer sur l'amour qui existe entre les deux personnes, parce que l'amour n'est pas quelque chose de figé. L'amour, c'est quelque chose qu'on entretient. Dans le cas de Stella et Nina, est-ce qu'on peut dire que l'amour à lui seul ne construit rien? Stella et Nina, Stella et Alex? Stella et Alex, je veux dire Stella et Alex. Est-ce qu'on peut dire que l'amour à lui seul ne construit rien? Si, c'est l'amour à construire. L'amour a construit, pourquoi? Parce que quand ils se sont rencontrés, Alex a beaucoup aidé Nina dans son parcours Mais scolaire. elle a quitté. Donc, oui, elle a quitté. Elle a quitté, pourquoi? Parce qu'elle avait d'autres visées qui n'étaient plus comme cette visée d'avoir un simple répétiteur, quelqu'un qui t'accompagne pour pour avoir de meilleures notes. Là, elle avait des ambitions en tant que femme mature. Est-ce qu'on dira alors? Oui, est-ce qu'on dira par exemple que bon, chaque condition a son amour? Là, je vais aller vers Yacine. Est-ce que chaque condition finalement a son type d'amour? Par exemple, il y a des gens qui disent que non, j'ai une femme quand j'ai la fille du chômage, j'ai la fille du premier emploi, maintenant j'ai celle qui correspond à mon rang de grand cadre, à mon rang de directeur, à mon rang de ministre. Chaque fois qu'on change de condition, on a la femme qui va avec ça, ou alors on a l'homme qui va avec ça. Est-ce que finalement l'amour ne s'inscrit pas de cette façon dans divers mots? Non, là, on ne peut pas parler d'amour. Quand il y a les conditions, on ne peut pas parler d'amour. Parce que même ici, c'est fréquent de voir, parce que des gens qui sont du même rang social, là, la famille s'immisce, donc il y a des filles qui sont amoureuses des hommes qui ne sont pas du même rang social, les parents s'opposent. Donc là, on ne peut pas parler d'amour. On dit même aux femmes qu'il faut que la femme doit avoir mot à mot des yeux blancs, de gros yeux comme ça, donc elle doit savoir où mettre les.
Donc, on peut pas se mettre avec un homme qui peut pas nous sortir de l'objet. Donc, on peut pas. L'amour doit être mis de côté, quoi. Quand il y a les ambitions, voilà, quand il y a des conditions, là, on peut pas parler d'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Donc, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, dès qu'il y a un choix, dès qu'il y a des conditions, là, l'amour perd toute sa place. Donc, de manière générale, le mariage, de la manière dont ça se passe ici, je pense que rares sont les cas où on se marie par amour. Amour, comme on l'entend au vrai sens du terme. L'amour au vrai sens du terme, ça n'existe pas. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on se marie, voilà, il y a toujours quelque chose qui est visé. Donc, soit quand on choisit une femme, peut-être pour ses conditions sociales, voilà, ou bien pour sa beauté, pour son rang social, là, il n'y a pas d'amour. Donc, il y a quelque chose qui nous a poussé vers elle. Même du côté de la femme, quand on choisit un homme parce que c'est un ministre, parce qu'il est d'une bonne famille, parce que donc là, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Et rares sont les cas. On peut être en relation comme ça, par amour, mais dès qu'il y a le mariage, voilà, c'est autre chose, c'est notre domaine. Donc, le mariage, c'est quelque chose de complexe. Et si, comme je l'ai dit, je le répète, là sont les cas de mariage avec l'amour au vrai sens du terme. Voilà, donc l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Justement, c'est cet amour inconditionnel, Yvette Angèle, tel que Yacine nous le présente si bien, qui semble soit très difficile à trouver, soit impossible à trouver. Cet amour inconditionnel, finalement, pourquoi même la littérature a de la peine à le résoudre. Bon, je crois qu'on va encore peut-être Yvette Angèle, si elle n'est pas revenue, on va passer. Christine, parce que là, j'ai du mal avec la connexion de Yvette Angèle. Christine, cet amour inconditionnel, pourquoi la littérature elle-même, quand je prends le cas de Stella et Nina, Stella et Alex qui a fait ceci, a fait un certain nombre de choses pour Stella, et finalement, Stella le quitte parce qu'il ne peut plus assumer, il ne peut pas assumer la phase suivante. Finalement, cet amour-là, pourquoi jusque-là, il n'est pas résolu? Oublions, mettons de côté l'intrigue, ce qui va suivre. Pourquoi à ce stade-là, je veux dire, même jusque-là, il ne marche pas? Est-ce parce que c'est une fatalité, la société est comme ça? Pourquoi à ce stade-là, il est toujours ainsi? Bon, parler de la société, bon, vu que on vit en société, donc à un moment, la société intervient toujours. Mais l'amour, c'est quelque chose de personnel déjà. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on partage ou bien quelque chose qu'on reçoit. Non, l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on partage avec un être, une seule personne. Donc c'est entre deux personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, il y a des amours qui existent, mais à sens unique. Si on tombe sur quelqu'un et on n'a pas la chance d'avoir un amour qui fusionne, on n'a pas de chance. Par contre, si on tombe sur une personne et que cet amour-là est partagé entre les deux personnes, ça encore, on peut s'estimer chanceux. Mais bon, la société, et quand la société intervient, ce n'est pas évident. Il faut vraiment garder les pieds sur terre pour faire évoluer l'amour en tant qu'amour. Faire évoluer l'amour en tant qu'amour. Voilà, Yvette Angèle, comment l'amour peut-il rester amour dans une société où le matériel est devenu très fort? Ton écriture est beaucoup plus basée sur Dieu comme fondement de ce qui unit les gens. Mais même jusque-là, on se rend compte, dans le cas de Daniel et Ernest, par exemple, Ernest est très violent. Il est violent, il bat sa femme, il l'humilie de toutes les façons possibles. Pourtant, c'est Dieu qui est à la base de leur union. Bon, là, je crois qu'on va encore avoir un problème avec elle. Mais dans le recueil de nouvelles, c'est Dieu qui est à la base de ce couple-là. Mais il y a une telle violence, et sous les yeux de leur fils, que Daniel finit par quitter son mari. Ça, c'est un début de texte. Bien sûr, il y aura d'autres évolutions et d'autres choses. Ce que je vais demander, bon, vu qu'elle revient, ce que je demande, Yvette Angèle, c'est, malgré, j'ai pris le cas de Daniel et Ernest tout à l'heure. Ernest qui est très violent, il bat sa femme sous les yeux de leur fils, il l'humilie sous les yeux de leur fils.
et même sur les yeux du voisinage. Ah, ok, d'accord. Je parlais de cet amour, ce grand amour. Comment on le conserve dans une société comme la nôtre où la violence, les infidélités, l'argent sont devenus les maîtres, sont devenus les conditions même déjà pour intégrer certains foyers, malgré Dieu, bien sûr. Comment l'amour reste-t-il amour? J'ai des soucis avec le son. Tu me suis? J'ai des soucis avec le son. Ok, quelqu'un d'autre me suit, Christine, Yacine? Oui, tu peux répéter la question. Oui, bien sûr. Oui, ce que je demande, c'est comment l'amour reste-t-il amour dans le contexte actuel où l'argent est devenu, je veux dire, l'ambition première. On dirait qu'elle n'entend pas. Oui, bon, elle a des problèmes de connexion. Donc, voilà, cette violence, par exemple, nous allons boucler avec ça. Cette violence dans les couples, déjà, quand on se marie, bien sûr, l'ambition première, c'est d'être heureux. Mais on arrive là, on a tout, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, on a tous les biens. Mais maintenant, on fait face à la violence. Tout à l'heure, Yacine, tu parlais d'égoïsme. Cet égoïsme-là qui est là, finalement, l'amour n'est-il pas deux égoïsmes qui essayent tout simplement de s'accommoder l'un de l'autre? Oui, dans certains cas, c'est comme ça. C'est deux égoïsmes qui se croisent et qui finissent par devenir de l'amour conditionnel, entre guillemets, parce que l'amour inconditionnel, comme on le dit, ça existe rarement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rares sont les cas où on peut parler d'amour pur et dur, comme on dit. L'amour inconditionnel, donc c'est toujours quelque chose qui nous lie à un être. Donc là, le matérialisme prime sur tout. Donc on se marie, on choisit quelqu'un pour ses conditions, voilà, pour sa situation. Donc, voilà, rares sont les cas où on choisit quelqu'un par amour. L'amour, même ici, on a tendance à dire que l'amour chez les Toubab ou bien chez les Hindous. Donc, l'amour c'est pour les Hindous, de dire ça. Donc, l'amour, voilà. Donc, ici, l'ambition première, c'est autre chose que l'amour. Donc, c'est surtout pour les femmes parce que on est éduqué de telle sorte que la religion aidant, on dit que c'est l'homme qui doit prendre en charge la femme sur tous les plans. Même le sel, la femme ne doit pas acheter. Même si elle a de bonnes conditions sociales, elle ne doit rien faire au niveau du foyer. C'est l'homme qui est obligé de s'occuper de sa femme. Donc voilà, donc quand une femme entre dans un mariage, surtout, elle ne doit pas chercher un homme qui a une situation beaucoup plus basse que la sienne. Donc elle doit chercher un homme qui la surpasse, voilà, sur tous les plans. Donc on peut pas parler d'amour pur et dur. Il y a toujours un calcul dedans. D'accord. Ce que vos littératures diverses nous disent donc, c'est que l'amour, il se construit, mais déjà, il se construit seul. Et maintenant, on va trouver quelqu'un d'autre qui aussi est en train de se construire et les deux constructions vont s'unir. Parce que c'est ce que nous remarquons dans vos trois livres. Nous avons Innocence coupable de Yvette Angèle, nous avons Mexico de Christine Elon et nous avons Bara et Nina de Yacine Sey. Nous voyons à travers ces livres que l'amour, c'est une construction qui est d'abord personnelle. Et nous allons voir Alex, quand Alex va partir. Il va développer, il va grandir et il va partir de cet échec de l'amour pour se développer. Ce qui restera maintenant, est-ce que lui, il finit par devenir une sorte d'égoïsme qui va regarder l'amour à distance? Est-ce que l'amour, Yvette Angèle, vu que tu es avec nous, si tu m'entends, est-ce qu'on peut encore parler d'amour aujourd'hui, à une ère où chacun n'en a que pour lui d'abord? Est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'amour? Tu suis Yvette Angèle? Je crois qu'il va y avoir un problème de connexion là-bas. Je crois, dans tous les cas, pour ceux qui pourront lire Innocence coupable, ils verront comment Yvette Angèle a basé l'amour sur Dieu, sur la foi chrétienne, et toutes les questions sont résolues sur cette base-là. Alors, que ce soit une question d'infidélité, que ce soit une question d'argent, que ce soit tout autre de violence conjugale, elle essaye de démontrer comment, par la foi, on arrive à atteindre certains objectifs.
avec Christine et Londres en Mexico, l'amour n'est pas, je vais dire, soit l'amour n'est pas une fin, et l'amour n'est pas une finalité. Ce n'est pas de l'amour en réalité que l'on vit. Évidemment, quand on dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, on va réaliser avec Alex comment on arrive à s'imposer dans une société par-delà. On va se rendre compte que l'amour même, c'est la première marche de nos ambitions. Sans être adhéré, c'est la première marche de nos ambitions. Succès ou échec, c'est un élément déclencheur pour arriver à produire quelque chose. Et chez Bara et Nina de Yacine, combien l'amour, il peut être fort à condition qu'il soit libre. Et là, véritablement, on a cette expression de la liberté d'amour. Et ces diverses libertés sont exprimées, que ce soit avec que ce soit la polygamie. On essaie de nous balader à travers une culture où certaines choses même deviennent des questions de honte si elles ne sont pas appliquées. Et il y a le respect. L'amour, déjà là, avec Bara et Nina, l'œuvre, je veux dire, on voit l'amour par le respect. Déjà, qu'il y a le respect de soi, le respect des autres. Parce que là-bas, la société est fortement conditionnée par les valeurs héritées des autres. Et maintenant, ces valeurs, elles, aussi ce qui est bien dans ce livre, on nous permet de voir une transformation, une amélioration des valeurs. Ce ne sont pas les valeurs traditionnelles antiques. Elles peuvent être ancestrales sans être toujours, sans être des dogmes, sans être le bâton qui va être utilisé si jamais on n'a pas fait ceci de telle ou telle autre façon. Et avec Bara, on va voir dans ces diverses traversées, on va comprendre mille et une choses qui nous permettront à voir que l'amour a diverses ambitions, mais à la base, c'est une question de réalisation personnelle. Et je crois qu'à la fin aussi, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, bon, ça c'est pour boucler, c'est pour le dernier tour. Yacine, alors, ton livre, Bara et Nina, où le trouve-t-on? Bon, il y a l'éditeur Segima a mis en place une bibliothèque. Je pense qu'il y a un bibliothèque numérique, il y a une bibliothèque physique, donc on peut retrouver ça aux éditions Segima. D'accord. Juste l'adresse est en ligne, donc il est tout le temps sur les réseaux. On peut trouver ça au niveau de la bibliothèque de Segima Édition. C'est pas dans les librairies, mais dans la librairie de Segima. Il y a aussi en ligne. Et en ligne, comment on le trouve? En ligne, je pense que c'est avec... bon, je n'ai pas ça en tête, mais on va demander à l'éditeur de partager ça avec l'aide de Pauline, bien sûr. Donc, elle est tout le temps en contact avec l'éditeur. Donc, voilà, elle va nous aider sur ce plan. Bien sûr, c'est grâce à ces Pauline qu'on reçoit énormément de livres, ces auteurs qu'on ne pouvait pas voir et qu'on arrive à voir. C'est comme ça que je t'ai connu déjà et j'ai eu le plaisir de découvrir Nina Baldé, que je maintiens comme mon personnage préféré parce que c'est elle qui va donner toutes les couleurs à ce texte. Et maintenant, de ton côté, Christine. Oui, alors elle vit beaucoup. Alors, Christine, comment on trouve Mexico? Alors, Mexico, vous allez sur Amazon. Amazon, c'est le principal distributeur de Mexico. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, il suffit d'aller sur Internet, taper sur Amazon et puis on trouve Mexico. Et pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent passer par Acolyte pour avoir Mexico. En Afrique, je suis encore en train de chercher des connexions pour la distribution. Oui, j'ai le mien déjà. C'est sûr. Donc, dans les autres pays, Côte d'Ivoire et Bénin, Togo, j'ai des demandes. Mais là, je suis en train de travailler dessus pour pouvoir gérer la distribution. D'accord. Et puis, dans les diverses communications, parce qu'il faudrait bien que le grand public soit au courant de vos diverses actualités, des événements à venir autour de Mexico, Christine. Principalement Acolyte. Je travaille avec Acolyte de Pauline Ongonon. Donc, tout ce qui est communication, oui, c'est surtout Acolyte. D'accord. Yvette Angèle, tu m'entends? C'est tout autre chose. Alors, Yacine, quelle est l'actualité événementielle autour de Bara et Nina, autour de toi comme auteur?
Est-ce qu'il y a des dates que les gens peuvent retenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Est-ce qu'il y a une dédicace en cours? Bon, Barahena s'est publié depuis 2020, si je ne me trompe. Donc, Oui, on bien a sûr. déjà fait pas mal d'activités voilà, le concernant. La promotion, c'est surtout avec la dernière publication, Parole de femme, le recueil de nouvelles. Ok. Parole de femme, Voilà, ok. en cours. Donc, Nina a déjà fait son chemin. Donc, Nina Ok, a fait d'accord. beaucoup d'hommes. Voilà, donc. Elle Très bien, est j'espère arrivée à... que Acolyte va nous ramener Parole de femme. Voilà, Parole de femme, oui. On compte sur elle pour amener ça au Cameroun. Donc, c'est un bon recueil avec ces 8 nouvelles, voilà, avec des femmes, voilà, qui racontent leur D'accord. histoire. Pauline Longono est donc bien saisie. Pauline, nous attendons Parole de femme et on espère avoir une promotion aussi grande. Oui, Christine, tu avais une autre information à donner par rapport à ton... Oui, j'avais une information. À partir le 13, 14, 15 octobre prochain, on a un festival littéraire qui se tiendra à Nantes et Mexico sera... il y aura Mexico, je serai là. Donc, je vous invite à nous suivre à travers tous les réseaux sociaux parce que... Ce sera sans faute. C'est le festival dont l'affiche circule un peu partout. C'est une affiche très colorée. Je n'ai pas bien retenu l'intitulé. Mais je vois bien ce festival de Nantes et beaucoup d'auteurs, justement, dont Sabine Mengue, qui a dû entrer en contact avec toi, seront de cette partie. Oui, elle sera là. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais l'accueillir. Ah, oh, super, ça marche. Et c'est aussi cette solidarité-là qu'on veut faire entre tous les acteurs du livre et surtout ces femmes qui sont de plus en plus fortes, qui écrivent des textes de plus en plus saisissants, qu'elles puissent se mettre ensemble et rendre la chose encore plus solide. Yvette Angèle. Terminé à ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, je crois que Yvette Angèle, si tu nous entends, quelle est l'actualité autour de Innocence coupable? Où peut-on trouver Innocence coupable? Pardon? Où peut-on trouver Innocence coupable? Oui, l'actualité. Bon, pour le moment, Innocence coupable se trouve à Yaoundé, à Douala et à Monatélé. Selon les numéros, je peux donner les numéros. 6 96 10 91 96. 6 96 10 91 76 à Douala. 6 59 49 66 39 dans les autres villes. À Yaoundé, 614 34 66 39. Pour le moment, nous travaillons avec Pauline Ongolo dans la promotion du livre. Et je pense qu'une dédicace, oui, avec Pauline Ongolo, nous sommes en train d'envisager une dédicace d'ici la fin octobre. La date n'est pas encore précise, mais nous y travaillons activement. D'accord, une fois qu'elle est précise, dans tous les cas, nous aurons des visuels et ce sera avec plaisir que nous y serons. Mesdames, je vous dis merci d'avoir pris de votre temps. Sénégal, France, Cameroun, d'être restés avec nous. On a passé près d'1 heure et demie et déjà nous avons écouté avec grand intérêt. Je crois que la question de l'amour et des ambitions, factuellement, et vos précisions ont dû pousser chacun à se poser des questions sur ce qu'il est réellement en tant qu'individu et maintenant en tant que partenaire, parce que évidemment, il va aussi de cela. Donc très bien, je vais vous souhaiter un excellent dimanche et bien sûr le prochain Sadélivre, nous serons ensemble. Mais nous nous tenons au courant de votre actualité littéraire et nous continuons la campagne. Acolyte sera toujours là. Ghost Universe va toujours assurer ses modérations, ses lectures critiques et pour le reste, je crois que nous sommes tous connectés sur les réseaux sociaux. Nous continuons de bouger. Yassine, nous attendons une invitation au Sénégal. Hein? Ben oui. D'accord. J'ai déjà négocié la mienne. On vous attend au Sénégal. Vous venez au Sénégal, au pays de la Teranga. Ouais. D'accord, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je crois que ça fera un plaisir d'y être. Ndogombaye et tous les autres là. Je crois que c'est bon. On va passer du bon temps. Alors, l'année prochaine. Oui, justement, oui, bien sûr, avec ce guillemets, je crois que ça pourrait être organisé.
Moi, je serai dans le stade de Inongono. Donc, ouais. C'est ça. On va organiser ça. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir, vraiment. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir. Excellent dimanche et à très bientôt. Merci. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Allez. Bon dimanche. Ciao, ciao.